La parole est à Monsieur Cédric Labrousse, premier secrétaire de la conférence. Pâle, comme un cierge, il se sent très bien. Les bras le long du corps, il ferme les yeux et exhibe ses dents à cette salle vide. Cet homme est heureux, car comme la semaine dernière, comme la semaine prochaine et comme encore la semaine suivante, il est mort de son vivant. Chaque vendredi matin, à 6h40, cet homme étrange se rend dans une chapelle désertique et organise avec joie son propre enterrement. Calfeutré dans son petit cercueil, il goûte pour un instant les délices du sommeil éternel et imagine alors les pleurs et les éloges le concernant. 7h42, cet homme arrête de décéder. Il range ses petites affaires et rentre chez lui pour reprendre ses activités. Le cœur léger, il savoure le plaisir de quotidiennement trépasser, inconsciemment peut-être, une soif d'immortalité. Monsieur le bâtonnier, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Madame le garde des Sceaux, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, on meurt souvent comme on a vécu. L'homme riche et puissant meurt dans une cathédrale presque trop petite pour accueillir toutes ses mains serrées. L'homme simple meurt dans une église de campagne qui sent bon la terre et le pain. L'homme libre, lui, qui par essence veut s'affranchir de toutes les règles, meurt souvent de manière absurde. Un peu comme cet homme qui a entrepris de trépasser de manière hebdomadaire, à heure fixe, et toujours de son vivant. Cette mort, à la fois réelle et inexistante, concrète et délirante, fut celle de Charles Dumoulin. Lui, dont la vie fut faite de curieux hasards et de singuliers rebondissements. Dans ce monde judiciaire, qui à travers les âges n'a guère fondamentalement changé, dans ce monde judiciaire, fait de haine, de souffrance, de luttes et de défaites, parfois de victoires, souvent de sanctions et de vengeance. Dumoulin n'est pas comme les autres. Premier à l'université, génie de la science juridique, probablement trop en avance sur son temps. Il est un défenseur acharné, un obsessionnel du droit. Loin de toute considération morale, lui, il ne veut pas causer du tort, faire du mal, écraser son adversaire, dire s'il agit bien ou s'il agit mal, mais simplement, consciencieusement traiter de belles questions de droit devant des juges très à l'écoute, des confrères très doux et toujours pour des justiciables sympathiques. Ce 26 mai 1522, il a 22 ans. Vêtu de ses plus beaux habits, un chapeau noir d'une longueur de 70 cm, un collant vert, jurant quelque peu, avec des chaussures rouges très élégantes, mais faisant 3 fois la taille de ses pieds, c'est plein d'enthousiasme qu'il se rend au Parlement pour y plaider sa première affaire, qui fut aussi quasiment sa dernière, du moins devant un tribunal. Le litige portait sur un vague et classique problème de droit seigneurial dans lequel il défendait un fermier poursuivi par son maître. Dumoulin, pourtant, s'essaya à développer une approche relativement originale, reposant sur un concept bien curieux pour cette époque et que l'on nomme, je crois, égalité. Ses yeux fixés vers le pupitre où se trouvait son exposé, qu'il avait préparé tout le mois durant, un écrit de plusieurs centaines de pages qu'il entendait lire de la première à la dernière ligne. Il était fermement décidé à convaincre de cette manière-là une cour dont le président, qui venait de signer l'arrêt condamnant le prévenu, se préparait déjà pour l'heure du déjeuner. Ce que ne savait pas la cour, c'est qu'elle allait non seulement subir la lecture ininterrompue d'une véritable Bible de 200 pages en latin, mais que celui
qui procéderaient à cet acte de torture oratoire seraient pourvus d'un handicap de nature à prolonger encore leur souffrance, un mot, prononcé au bout de 5 minutes, à raison de 5 tentatives par syllabe, on appelle ça communément un avocat bègue. Dumoulin, être émotif et sensible, ne sait en effet parler normalement qu'à sa mère, laquelle n'a malheureusement rien à voir avec un tribunal. Il lui sera donc particulièrement difficile de se surpasser, et effectivement, il ne se surpassera pas. Le président, interdit devant cette catastrophe verbale, exaspéré par ce terroriste de la parole, coupa fermement Dumoulin dans sa tentative de lecture de la deuxième moitié de la première page de son copieux mémoire. Choqué, les mains tremblantes, le jeune avocat repose alors son manuscrit. Il ne peut soutenir le regard de la cour, mais encore moins celui de son client. Il a le sentiment légitime qu'il n'a su accomplir son devoir, lui qui pensait bien faire. Quittant l'audience, il décida de ne pas rentrer directement chez lui. Il avait besoin d'air. Au fond, il savait bien que l'oral n'était pas son affaire. La nature ne l'avait pas gâté pour cela. Et puis, il ne supportait pas ces salles d'audience où se jouait la vie d'un homme devant des juges si peu ouverts au raisonnement juridique. Ce qu'il affectionnait par-dessus tout, c'était le texte, l'écrit. Les paroles, pour lui, n'avaient aucune valeur. Son infirmité oratoire en était la preuve. Bégayer vous oblige à répéter plusieurs fois les lettres de certains mots, comme si les dire une fois ne suffisait pas, comme si les dire 10 fois, 20 fois, 100 fois seul pouvait leur donner un peu de poids. Son rêve, des livres anciens par milliers autour de lui et les méditer tard dans la nuit. C'est ainsi que Dumoulin délaissa le métier d'avocat plaidant pour se consacrer entièrement à son petit plaisir égoïste et solitaire de jurisconsulte, avocat consultant. Fuyant la lumière et le bruit pour plus de concentration, il s'enfermait dans une petite cave aménagée de quelques mètres carrés. Dans ce lieu étrange, il y résidait une atmosphère de sobriété et d'austérité. Une table en bois qu'il nettoyait le matin à 4 heures avant de travailler, une chaise très peu confortable sur laquelle il ne s'asseyait jamais, un petit lit où il prenait allongé ses repas. Il se nourrissait peu, une pomme, puis un morceau de pain qu'il trempait dans de l'eau chaude salée. Jamais de sucre, jamais d'alcool, austérité et simplicité. Toujours vêtu d'une toge, il ne recevait pourtant personne. Il n'aimait guère s'entretenir avec les clients, préférant réfléchir comme ça pour rien à des concepts de droit ancien. Un soir d'été, saison que Dumoulin déteste car elle symbolise parfaitement la médiocrité humaine, c'est vrai, pourquoi l'homme n'est-il jamais aussi heureux que lorsque sa peau brûle et qu'il transpire abondamment? Un soir d'été, disais-je, il ressent une étrange sensation. Le regard dans le vide, il tourne alors la tête et son abondante chevelure. Puis il sent ses lèvres attirées avec force vers les cieux. C'est assez laid, mais c'est un sourire. Il sourit, oui, il rit. Il affiche un bonheur indécent. Dumoulin est euphorique, car il est convaincu qu'il est dépressif. Et le dépressif est un homme très occupé. Il peut se plaindre à longueur de journée, il est très écouté, très entouré. Il peut jouer de la corde sensible, passer des heures à pleurer et se faire consoler. Alors Dumoulin, avec joie, s'abandonne allègrement à la tristesse et se laisse aussi envahir par de furieux accès de colère. Ainsi, il hurle en pleurant qu'il y en a marre. De quoi il ne sait pas. Si, maintenant il le sait, on en a marre. Des catholiques. Son premier acte symbolique et fort fut donc d'abandonner publiquement la religion d'État pour se convertir au protestantisme, la religion interdite. Se persuadant d'être anticlérical, il s'était également